Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto. Un petit tuto particulier, ça fait longtemps, j'en parle énormément de Homebridge et du fait que j'utilise une solution 100%, 100% Apple pour ma domotique. Alors j'ai refait mon installation complète hier pour voir si c'était fun et rapide. Et c'est fun et rapide. Donc là volontairement, ah oui, j'ai pas les caméras branchées. Bon, c'est pas grave, vous les verrez pas, mais c'est pas très grave. Je vais vous partager l'écran de mon Mac, de façon à ce que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et quel type de capteur j'ai connecté avec Homebridge. Alors il y en a plein, il y en a plein et on en parlera après. Mais tout d'abord, le principe de Homebridge, en gros, c'est rendre compatibles les appareils qui ne sont pas compatibles HomeKit avec HomeKit tout simplement. Donc là par exemple, j'ai ici à côté de moi, on la voit pas trop, mais j'ai une station Netatmo. Alors la V3 est compatible avec HomeKit, mais ça c'est une V2 et la V2 ne l'est pas, donc il faut utiliser un petit trick, hein, une petite astuce. Mon chien n'est pas compatible avec HomeKit, mais voilà, il n'a pas besoin de l'être. Qu'est-ce que j'ai qui n'est pas compatible ici, dans cette pièce? Non, je crois que c'est tout ce que j'ai dans cette pièce, après le reste l'est. Mais voilà. Et donc dans l'ensemble, il y a tout un tas d'appareils qu'on peut connecter, et en particulier les volets. Donc c'est mon cas. Des volets qui sont pas du tout compatibles HomeKit, avec un petit module qui vaut 25€. J'en ai parlé dans un épisode précédent de Things. Enfin c'est en moyenne 25€. Un petit module Wi-Fi qui n'est pas compatible et que pourtant on peut rendre compatible avec Homebridge. Je vous montre l'écran vite fait. Voilà à quoi ça ressemble. Tiens, d'ailleurs, je vois que mon fond animé a planté, donc je vais le relancer. Est-ce qu'il va se relancer? Est-ce qu'il va pas se relancer? Peut-être pas. Voyons voir. Hop, en boucle. Ok, voilà, histoire d'avoir un petit fond animé. Donc c'est un nouveau t-shirt, c'est un QWERTY avec un loup cette fois. J'ai le même avec un renard. Et là c'est un loup avec des feuilles. Bref, voilà à quoi ça ressemble sur macOS, la partie HomeKit. Donc voilà, je vous la mets en plein écran. C'est en gros ni plus ni moins que la version iPad. Hein. Ah si, la caméra du bureau fonctionne. Voilà. Donc la caméra du bureau fonctionne. C'est une caméra qu'on avait fait avec un petit Raspberry Pi. Voilà, un Pi 0W. Ouais. Je bouge ma main. Là on la voit. Bon, la qualité d'image là est pas folle. Salut Dick Hartman. Donc, dans le projet de connecter, j'ai pas mal de choses. Je sais pas si je peux le montrer. Bon, ça, on voit toutes les différentes pièces. Là, les différents scénarios que j'ai. Donc, par exemple, je vais prendre un volet. Hop. Celui du séjour. Voilà, j'ai cliqué dessus. Et là, il est en train de se fermer. Je l'entends se fermer derrière moi. Voilà, je vais le réouvrir. Et l'intérêt en fait global de tout ça, c'est qu'effectivement, grâce à cette application-là, grâce à HomeKit, on peut piloter avec aussi Siri sur son téléphone ou sur sa montre, ou etc. On peut piloter ses équipements. Donc là, par exemple, sur mon téléphone, je vais lui demander de régler les volets à 50%. Règle les volets sur 50%. Donc là, voilà, il me dit j'ai réglé tous les volets sur 50%. Et vous allez le voir sur l'interface, ils sont déjà en train de se fermer. On les voit ici. HomeKit, c'est donc uniquement pour les possesseurs de téléphone Apple. Pas forcément. Enfin, à partir du moment où tu as un... Enfin, c'est plutôt quand tu as l'écosystème Apple, clairement. Hein, quand tu as un iPad ou autre. Et là, vous voyez, on voit qu'en fait, il y a 3 volets qui sont déjà arrivés à 50%. Celui du séjour est un peu plus long. Donc voilà. C'est un peu normal parce qu'il est plus lourd. Mais voilà l'idée. C'est-à-dire que là, mes volets sont réglés à 50% et ainsi de suite. Ouvre les volets. Que la scène commence. Donc là, j'ai appelé carrément le scénario ouvre les volets, que vous avez vu s'allumer ici en haut, sur mon ordinateur. Donc il indique bien qu'il est en train d'ouvrir tous les volets. Voilà. Bon, l'idée c'est d'arriver à faire ça avec vos différents appareils. Par exemple, pour Netatmo, tiens voilà, la chambre.
La chambre actuellement, il fait 70% d'humidité, 21 degrés, la qualité de l'air est excellente, pardon. Donc voilà, y a rien à dire. Et ça, en fait, c'est mon module Netatmo, qui normalement n'est pas compatible avec HomeKit, puisque j'ai pas la dernière station. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre qui n'est pas compatible et qui pourtant est connecté? On va faire le tour des pièces. Hein. On va faire le tour des pièces. Non, dans la chambre, c'est ok. Alors, je sais pas si je vais réussir à basculer de pièce en pièce. Ouais, si c'est bon. Parce que je fais une capture via AirPlay, donc c'est un peu chaud, mais... Donc ça, ok. Tout ça, c'est compatible HomeKit. Allez, je vais y arriver ou pas? Non, je vais pas y arriver. On va naviguer autrement. C'est chiant avec la souris. Je vous cache pas que c'est pas l'app... la plus terrible. Dans la cuisine, est-ce que j'ai quelque chose qui n'est pas HomeKit? Bon, à part le volet, non. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu vous montrer réglage. Voilà, cet accessoire n'est pas certifié et peut ne pas bien fonctionner avec HomeKit. Hein. Voilà, on voit que c'est tout Yalan, machin, numéro de série, modèle inconnu, certifié HomeKit non, hein, donc il va falloir faire quelque chose. On peut le regrouper avec d'autres accessoires. Donc par exemple, si vous avez d'autres accessoires, d'autres volets, vous pouvez faire un groupe qu'avec les volets. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais voir d'autre? Afficher les commandes. Donc là, ça nous affiche la commande. Alors tout à l'heure, je l'ai fait à la voix. Mais là, c'est pareil. Je peux tirer le volet. Et voilà. Et là, il va s'arrêter à 36% d'ouverture. Je vais le laisser se fermer. Donc la chienne revient, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Le volet est en train de se fermer. Bref, donc maintenant l'idée derrière tout ça, c'est quand même d'arriver à ce que vous le fassiez chez vous. Et j'ai réussi à trouver, je pense, le tuto le plus simple de la Terre. C'est peut-être pas le plus opti en termes de gaspillage de puissance, comme dirait Nelliger, mais il est pas mal. En fait, il fonctionne avec un Raspberry Pi, donc moi j'ai un Pi 2B+, je crois, un truc comme ça, donc il est assez vieux maintenant. Mais il est largement suffisant pour le faire tourner. Et l'idée, c'est qu'on va installer dessus une distribution Raspberry ultra légère, sans bureau, sans rien ni rien. On va tout faire après en ligne de commande, mais vous allez voir, c'est hyper facile. Parce qu'en fait, on va installer Docker. Et on va récupérer une image Docker avec Homebridge qui est déjà préconfigurée. Et l'intérêt de cette image Docker, c'est qu'en plus, elle arrive avec une interface qui va vous permettre d'afficher l'état en temps réel de votre Homebridge. Donc là, par exemple, je vais ouvrir un nouvel onglet. J'ai un raccourci vers Homebridge. Voilà, je mets mon mot de passe, je me connecte. Et voilà. Et là, en fait, directement dans mon navigateur, j'ai le QR code que je peux scanner pour ajouter le Homebridge à mon installation directement depuis mon smartphone. Je vois actuellement que le service est démarré. Temps de fonctionnement depuis 1 jour et 2 heures, puisque forcément hier j'ai tout reformaté pour refaire le tuto. La version est à jour, on voit le port d'écoute, la charge du CPU, la mémoire, et ainsi de suite. MDR, je comprends rien, dit Mada Project. Vous allez voir, c'est simple. Franchement, c'est simple. Pour le moment, je suis obligé d'expliquer le truc, mais vous allez voir, c'est simple. Pour installer des plugins, vous avez même un onglet plugin dans lequel vous allez chercher ce que vous voulez installer. Mais du coup, on n'a pas besoin d'un Pi. Si on utilise Docker, on peut l'utiliser n'importe quelle autre machine. Tout à fait, MTTHP, tu peux le faire sur n'importe quelle autre machine. Comme par exemple la Freebox Delta, a priori, ça pourrait fonctionner. Et là, vous avez votre fichier de configuration, donc c'est là qu'il faut essayer d'assurer au minimum sur la syntaxe et pas se planter. Puisque c'est ici qu'en gros, une fois que vous allez installer le plugin, vous allez dire voilà ce que j'ai comme appareil et il va appeler les plugins. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple de mon fichier config. Donc hier par exemple, je l'ai sauvegardé, donc ça m'a téléchargé un fichier, le fichier config sur mon ordi. J'ai tout réinstallé sur mon Raspberry et ensuite j'ai restauré le fichier que j'avais sauvegardé et tout refonctionné instantanément. C'est juste ouf quoi. Et vous avez ici les logs qui vous montrent exactement ce qui se passe. Et donc vous voyez que là voilà, le volet a été marqué comme ouvert. Puisque je l'ai modifié avec une position, hein, donc j'avais mis à 50%, donc le truc est timé, donc c'est à peu près, hein, au pourcent près. Mais voilà, j'ai mon aspirateur aussi, tiens, j'ai pas pensé, mon aspirateur Roomba qui est pas du tout compatible HomeKit et qui pourtant l'est là, et d'ailleurs vous voyez qu'il a été chercher le niveau de batterie du Roomba. Alors je l'ai mis dans une pièce spéciale, parce que sinon, comme il se comporte comme un interrupteur, quand je disais allume le salon, il m'allumait aussi l'aspirateur. C'est débile.
Donc là, vous voyez, dans les réglages, par exemple, on voit le niveau de batterie. Là, il me dit qu'il est actuellement en charge et qu'il est à 100%. Voilà. Ça va, toi? Je me sens pas du tout observé. Très bien. Bref, on peut vraiment faire tout un tas de trucs. Là, vous voyez que c'est un Roomba, un 960. Il n'est pas du tout certifié HomeKit. Mais bon. Pourquoi il veut me l'enregistrer? Un autre élément de similaire existe déjà. Ah, j'ai modifié le nom comme un débile. Bon, on s'en fout. Donc, aspirateur. Voilà. Donc, on voit tout ça. Possible de rendre compatible aspirateur robot Dyson? Possible. Si tu veux, on va regarder tout à l'heure. Bon, alors déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir installer tout bêtement sur une petite micro SD un Raspbian Lite, machin et tout ça. Pour ce faire, je vous partagerai les liens sous la vidéo, mais déjà, je vous montre vite fait. Donc, vous avez un tuto que vous pouvez trouver sur... Enfin, un tuto, une install que vous trouvez sur GitHub. Vous cherchez OZNU Docker Homebridge. C'est assez facile à trouver. Tout est détaillé, tout ça. Donc, il vous dit qu'il faut utiliser un Raspberry Pi 1. Même un Pi 0W, ça fonctionnerait. Donc, vraiment, ça marche sur des toutes petites machines et tout ça. Bon, moi, j'ai un Pi 2 et ça fonctionne très très bien. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, il nous explique qu'il va falloir installer Raspbian sur votre Raspberry. Donc, vous allez choisir votre modèle de Raspberry, hein. Et vous allez télécharger votre Raspbian stretchlite.zip. Donc je l'ai déjà fait avant pour gagner un peu de temps. Vous le téléchargez, il va se mettre dans le téléchargement. Et là vous voyez, ah mince, je ne sais même pas celui que j'ai. Ah bah attendez, du coup on va se le télécharger. Je sais plus laquelle j'avais pris moi, je crois que j'avais pris celle du Pi 3, mais en fait on s'en branle un peu. Voilà, j'ai pris la Lite. Donc là elle est en train de télécharger. Je me suis trompé d'image, j'ai pas téléchargé la bonne. Donc il se télécharge sur votre ordinateur. Une fois que vous avez votre système d'exploitation, il va falloir le mettre sur votre petite carte mémoire. Donc cette petite carte mémoire, bah, vous avez soit un lecteur de carte mémoire micro SD, soit vous avez un adaptateur. Vous glissez ça dans votre lecteur. Donc moi je vais le faire sur mon Mac. J'ai un adaptateur USB-C micro SD. Donc non, plus tard, je m'en fous. Il y a déjà des choses dessus forcément, mais c'est pas très grave. Et ensuite, on va utiliser un petit outil, d'ailleurs, qu'il vous recommande, qui est Etcher. Sauf que Etcher, sous macOS Catalina, il fonctionne pas. Donc vous allez le télécharger, quand vous allez le lancer, il va vous dire qu'il n'arrive pas à écrire sur la carte mémoire. C'est un bug qui est connu pour le moment, puisque Etcher ne demande pas les autorisations de macOS Catalina. Donc si vous êtes sur autre chose que macOS Catalina, ça fonctionnera direct. Vous allez lancer le logiciel et ça va fonctionner. Là, vu que ça fonctionne pas, j'ai trouvé... Non, c'est pas un Etcher. J'ai trouvé la petite solution en cherchant sur GitHub et tout ça. Donc en gros, il va falloir lancer Balena Etcher avec les droits d'administrateur sur votre Mac. Donc pour faire simple, vous allez chercher le terminal sur votre ordinateur, donc avec Spotlight, et là, bah, vous copiez-coller la commande, et il va vous lancer, il va vous demander votre mot de passe à admin, donc vous le tapez, celui qui vous sert à vous loguer sur votre ordinateur. Et voilà, il va vous lancer le Balena Etcher. Donc si vous êtes sur autre chose que macOS Catalina, vous lancez l'exécutable, enfin l'application, et automatiquement vous aurez cette fenêtre là. Donc voilà. Là il y a juste une petite ligne de commande à taper dans le terminal si vous êtes sous Catalina. Vous allez sélectionner l'image. Donc on vient de la télécharger. Vous allez choisir la cible. Donc là, c'est ma micro SD. Bon, j'ai une 8 Go. Je vous avoue que prenez une 16 minimum. 16 Go, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des plugins qui, par exemple, loguent vos températures et tout ça et vont devoir les enregistrer. Avec 8 Go, vous allez vite le remplir. Donc, bon, là, pour la démo, je fais avec ce que j'ai. Donc, j'ai une 8 Go, je fais avec la 8 Go. Parce qu'en fait, j'avais une 32. Mais la 32, du coup, je l'ai utilisée hier pour faire la démo et je l'ai mise dans mon Pi.
Et donc là, bah, j'ai une 8 Go, celle qui était dans mon Pi et qui était limite, que du coup je vais utiliser pour la démo. Donc je fais continue. Et ensuite je clique sur Flash. Alors c'était là que ça buguait sous Catalina, et avec cette petite ligne de commande, bah, ça règle le problème. Bon voilà, il a terminé, il me propose d'en flasher une autre, mais c'est pas le cas. Donc une fois que c'est fini, hop, j'ai 2 souris donc je m'en mêle. Vous pouvez quitter le logiciel, il sert plus à rien, fermez la fenêtre de terminal. Donc par défaut, il va vous éjecter la micro SD. Eh bien, ça tombe bien, vous allez la sortir et la réinsérer, parce qu'en fait, on n'a pas fini avec la micro SD. Donc là, une fois qu'on a fini son installation avec Etcher, on est à peu près tranquille. Il va falloir quand même faire quelque chose, étant donné qu'il n'y a pas d'interface graphique, il faut que je puisse quand même faire l'installation de Docker et tout ça sur mon Raspberry. Pour ça, en fait, il va falloir que j'active 2 choses. Si vous avez un Raspberry qui n'est pas connecté en filaire, il faut activer le Wi-Fi et il faut activer le SSH. Alors, vous allez voir, c'est très compliqué. Le Wi-Fi, c'est optionnel, mais voilà, c'est possible de le faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un fichier qui s'appelle wpa_supplicant.conf avec à l'intérieur, c'est un fichier texte, avec à l'intérieur, en fait, ceci. Et vous allez remplacer your SSID par le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe par le mot de passe, ni plus ni moins. Et SSH, il suffit juste de créer un fichier vide, sans extension, avec SSH. C'est quoi mon mot de passe? Mais en fait, moi, je ne vais pas l'utiliser en Wi-Fi pour le coup là. Je vais l'utiliser directement en filaire. Du coup, Homebridge, c'est quoi? Ça remplace pas HomeKit, ça sert de passerelle pour d'autres protocoles. En fait, versatile. Homebridge, ça sert à connecter les appareils qui sont pas compatibles HomeKit à HomeKit et donc pouvoir les piloter depuis ton Apple TV, ton iPad, ton téléphone, Siri, ta montre et ainsi de suite. J'ai un Raspberry Pi 3 modèle B, je trouve même pas où on met la micro SD. Ah, elle doit être sur un des côtés. C'est un pont, exactement. Ça va faire le pont avec des appareils qui sont pas compatibles. Par exemple, mon aspirateur Roomba n'est pas compatible, et ben il va le devenir. C'est-à-dire que ce Homebridge va aller interroger le Roomba et va mettre ces infos-là dans l'application maison d'Apple. Et depuis l'appli maison, je pourrais aussi envoyer un ordre, du coup, à mon comment s'appelle, mon Roomba. C'est pas une micro... Alors, c'est une SD, pas une micro SD. Ah oui, c'est peut-être une SD. Moi, c'est une micro SD sur le mien. Voilà. Du coup, on va les placer à la racine du Raspberry Pi. Donc ouais, là, ça c'est la micro SD que j'ai formatée, donc on voit tous les fichiers à l'intérieur. On va les placer à l'intérieur. Alors j'ai déjà préparé un fichier qui s'appelle SSH, qui est vide. En gros, vous ouvrez votre éditeur de texte, vous enregistrez le document sous le nom de ssh.txt, vous virez txt à la fin. Vous prenez ça et vous le glissez ici à l'intérieur. Ah bah je l'avais ici l'image en fait, je l'avais pas dans le téléchargement. Quel boulet. Mais c'est pas très grave, je retéléchargeais, c'est pas très grave. Donc là on voit le fichier SSH qui est là. Et si vous voulez votre Wi-Fi, bah, vous avez ce fameux fichier wpa_supplicant.conf que vous créez en faisant un copier-coller de ce qui vous était donné. Vous remplacez juste le SSID, le mot de passe, et vous le glissez sur la carte mémoire. Bon, dans mon cas, pas de Wi-Fi, donc je suis en filaire. Donc c'est réglé, je ne vais pas le copier. Une fois que ça c'est fait et que c'est copié sur la carte mémoire, bah, vous n'avez plus qu'à l'éjecter. Voilà, c'est merveilleux. La carte mémoire est éjectée. Maintenant, il va falloir tout simplement la glisser à l'intérieur du Raspberry Pi et l'allumer. Ensuite, on va s'y connecter avec la console SSH. Je vais vous montrer ça, c'est hyper simple. Donc là, j'ai rebranché sur le Raspberry Pi. Alors, faites pas comme moi, utilisez des câbles Ethernet si vous êtes en Ethernet qui fonctionnent bien. Moi, le mien, j'ai le petit bitonio, vous savez, qui sert à clipser l'Ethernet qui s'est cassé. Et du coup, hier, pendant que je faisais l'install, j'ai eu la magnifique... Je me disais, mais putain, pourquoi je me connecte pas en SSH? Qu'est-ce que c'est cette merde et tout ça? Sardoche style, sauf qu'en fait, c'était juste parce que le câble s'était juste un tout petit peu retiré et était plus connecté. Donc faites juste gaffe à ça. Ça vous évitera des heures et des heures de recherche. Alors vous allez voir, c'est hyper facile ensuite pour aller chercher le Raspberry Pi. Alors bon, j'ai trouvé en fait, il y avait un boîtier, il faut l'ouvrir. Ah bah oui. Je vais vous mettre tous les liens, vous inquiétez pas, sous la vidéo, et je les mettrai aussi sur le Slack dans Things.
Donc il y a surtout un lien qui est important en fait. C'est surtout un lien. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que je me connecte en SSH à mon Raspberry Pi. Par défaut, le nom d'utilisateur, c'est Pi. Et le mot de passe, c'est Raspberry. C'est écrit ici. Hein. Voilà. Vous pouvez changer évidemment le mot de passe en utilisant la commande password. Bon, on s'en fout. C'est pour la démo. Je vais tout laisser par défaut. Donc, sachant qu'en plus, on y a accès qu'en local. Donc, voilà. Moi, je connais l'adresse IP de mon Raspberry. Parce que je les connais toutes par cœur. Non, c'est parce qu'en fait, par adresse MAC, je lui donne toujours la même IP. Donc comme ça m'évite d'avoir à chercher. Sinon, vous pouvez chercher en tapant vraiment cette commande-là, ça fonctionnera. Donc là, vous ouvrez le terminal de macOS. Donc pareil, vous cherchez avec Spotlight. Hein. Vous tapez terminal. Hein, et vous l'ouvrez. Voilà. Donc il était déjà ouvert, mais c'est pour vous montrer. Donc... là maintenant, je vais faire un copier-coller de la commande. Donc ssh espace pi at raspberrypi.local. Bon, moi je connais l'IP, donc du coup je vais aller la taper. Je crois que je la connais, hein. Je crois que ça va être 249. C'est 249 ou 248, mais... hop. Donc là, il va vous dire que voilà, il y a une clé, en fait il va générer une clé SSH pour pouvoir vous connecter de façon sécurisée. Donc il faut lui dire oui, qu'on veut bien utiliser cette clé. Et ensuite il va nous demander le mot de passe du Raspberry. Comme on l'a vu, le mot de passe c'est Raspberry. Bêtement, c'est écrit dans le tuto. Donc je le tape. Et... comment ça? J'ai pas tapé le bon. Ouais, c'est bon. Donc je le tape et voilà, ça y est. Là j'ai l'invite de commande qui devient verte avec un $. C'est que je suis connecté en SSH sur mon Raspberry. Donc maintenant je vais lui demander. En gros là l'OS est démarré, je suis connecté dessus, tout fonctionne bien, il a son IP, tout ça machin. Donc maintenant on va faire la fameuse quick install du tuto. Donc on a des petits scripts à faire tourner. Il y en a 3 très exactement. Pour installer donc le Docker avec Homebridge et ainsi de suite. Donc là il a fait donc un script tout pré-mâché. Donc je vais le copier. C'est le stream du copier-coller, hein, c'est la vidéo du copier-coller. Donc voilà. Là il l'a fait. Ensuite on va faire le petit chmod qui nous demande. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'install. Comment ça, permission denied? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Évidemment, il fallait que ça fonctionne à moitié. Est-ce que j'ai fait le chmod? Ah mais j'ai pas fait le chmod, c'est pour ça. J'ai copié 2 fois la même commande. Gros boulet. Donc c'est normal que le permission soit denied. Hop. Donc le chmod, voilà. Et ensuite, on va faire l'install. Et c'est parti. Alors, aurais-tu pu brancher le Raspberry en HDMI sur un lampe pour travailler directement dessus? Oui, c'est possible. Mais là, l'idée, c'est vraiment... j'ai pas besoin de le monitorer, j'ai pas besoin du bureau, je m'en servirai jamais. Surtout que vous allez voir, cette installation et cette particularité d'avoir une interface web qui va vous permettre de vérifier l'état du Raspberry, de le redémarrer et tout ça avec un bouton. C'est vraiment top. Il n'y a pas besoin d'avoir un bureau ou quoi que ce soit. Donc pour ça, c'est génial, quoi. Ouais, mais vu que par la suite, souvent, tu fais tout en SSH, et bien même pas. Prozine, tu vas voir que là, on va rien faire en SSH, on va tout faire via une interface web. C'est encore mieux. Donc là, faut le laisser faire, ça prend un petit peu de temps en fonction de la puissance de votre Raspberry. Donc voilà. Sachant qu'encore une fois, vous avez même la possibilité de le faire, sur un petit Pi 0, quoi, Pi 0W. Hein. Donc, alors il est évidemment sans interface graphique, mais le Pi 0W c'est minuscule. Hein. J'avais fait une vidéo sur comment faire sa petite caméra HomeKit. D'ailleurs, j'en ai une à côté là, je vais vous montrer. Voilà, je veux dire, c'est la taille d'un briquet quoi. Donc, on voit la carte à travers, hein. Mais c'est voilà, c'est minuscule. Hein. Voilà. Là, j'ai ouvert. Voilà. Sur un Pi 0W, vous pouvez le faire. Donc ça vous fait une mini box. Après, vous imprimez un boîtier ou pas d'ailleurs. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez acheter un boîtier, le boîtier officiel ou voilà, qui est pas trop mal d'ailleurs entre nous.
Et puis vous avez comme ça votre mini hub Homebridge, quoi. Hop. Je vais la rebrancher pour la démo. Parce qu'en vrai, j'ai une interdiction par madame d'avoir des caméras à la maison. Ce que je peux entièrement comprendre. Mais en fait, je l'utilise que quand je pars en vacances. On la branche celle-là et on en branche la manette Atmo aussi quand on part en vacances. Donc, c'est toujours en cours, hein. On croit que c'est planté, mais non, ça met juste du temps. Sauf le mardi pour Chaturbate. C'est ça. Donc faut vraiment le laisser faire. Hein. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc on va patienter. Ouais, c'est en train d'avancer. On arrive bientôt au bout. Donc voilà. Alors si vous le faites sur un PW, un P0W, autant vous dire que c'est très très long. Mais c'est pas très grave. Ça fonctionne. Hein. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait sur le Pi. Mais là c'est pas très grave, c'est que vous avez aussi ce qu'il faut faire après avoir installé une Raspbian en général, c'est d'étendre le système à la capacité maximum de la carte mémoire, pour éviter de vous retrouver avec de l'espace non utilisé sur le comment s'appelle sur la carte mémoire en fait. C'est-à-dire qu'en gros vous utilisez que 2 Go sur les 8 Go par exemple, c'est un peu dommage. Donc voilà, il fait tout, le script curl, là il fait absolument tout, vous avez rien à faire. Script, les points SH c'est du Python je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il faut bien payer le loyer, c'est ça. Bon, il est en train de finir. Non, c'est point .py Python. SH c'est quoi? Je sais plus, j'ai oublié. Allez, là il a téléchargé, il continue à télécharger tout ce qu'il faut. En avant. Tout ça j'accélérerai sur la vidéo YouTube, hein, ça sert à rien. Alors il y en a pas mal, Prozine, tu peux trouver pas mal de domotiques d'occasion. Allez, on y va. En route pour l'aventure. Quand je vois le nombre de fois où mes filets... Ah ouais, mais vous savez, bon j'ai le même problème, et puis moi-même ça m'arrive d'oublier d'éteindre les lumières. Mais c'est vraiment impressionnant les économies d'énergie qu'on peut réaliser aussi avec la domotique. Alors tout le monde dit ouais mais ça coûte un peu cher, t'as un Raspberry qui tourne en permanence, t'as des ampoules connectées qui nécessitent d'avoir les interrupteurs allumés, ce genre de trucs et tout ça. Oui, c'est vrai, sauf qu'en fait ça consomme quand même infiniment moins que d'oublier de laisser sa lumière allumée. Enfin bref, en facture d'électricité mensuelle, je suis entre 25 et 28 euros. C'est ridicule. Ridicule. Donc allez, on y va. Salut Dreliox. Parce que je monitore tout ça, enfin bref. Et pareil pour l'arrosage du jardin, le fait de l'avoir passé en domotics ou HomeKit, ça a permis de réduire la consommation d'eau du jardin. On arrosait juste 30 minutes comme il fallait, en fonction de la météo et tout ça, c'était programmé, enfin c'était top quoi. Donc là il est en train de s'occuper de la partie Homebridge. Donc vous voyez il télécharge en même temps, il fait les extractions au fur et à mesure. Donc depuis le début j'ai pas fait grand chose. Hein. Pour vous dire j'ai fait des copier-coller, j'ai copié... Ah, no space left. Ah, voilà, donc on a un problème. C'est qu'en fait, c'est exactement ce que je disais, il aurait fallu étendre la mémoire tout à l'heure. Ce que je n'ai pas fait. Avec la configuration raspi config. Je vais voir si je peux le faire maintenant. Ou si je vais devoir recommencer. Voyons voir. Alors, raspi config, ça permet d'accéder à un menu... Voilà, expand file system. Ouais, ok, ça a été resize. On va le rebooter. Donc là, est-ce qu'il a redémarré? Oui. Ah, je vais taper le bon mot de passe. C'est bon.
Donc, allons-y, recommençons au dernier script. Il démarre l'image Docker, ok, il crée le Homebridge 1, il attend que Homebridge démarre. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc c'est ce que j'ai expliqué, vous vous loguez en SSH, vous exécutez les 3 scripts qui sont là, là on en est au 3e. Ah ben voilà, il me dit que c'est parfait, donc il me donne toutes les infos, regardez hein. Ici j'ai déjà toutes les infos, j'ai l'adresse IP pour me connecter à l'interface web, le nom d'utilisateur et le mot de passe, admin, très secure évidemment. Et voilà, en fait, c'est fait. Alors l'installation manuelle, on va passer dessus. Puisqu'on l'a pas fait. Donc, et là, il est démarré, donc tout est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'interface de Homebridge. Donc moi, il m'a donné l'adresse IP. Là, voilà. J'ai plus qu'à taper mon mot de passe et mon identifiant, donc admin. Voilà, nous y sommes. Donc j'ai le QR code à scanner pour l'ajouter dans mon bridge. Je vois la charge CPU, depuis combien de temps il est up, donc 9 minutes. La mémoire, tout ça, machin. Les plugins. Actuellement, il y a juste l'interface graphique qui nous permet de nous y connecter et un faux bouton qu'ils ont installé, voilà, d'origine, qu'on peut nommer d'ailleurs. On va l'appeler test. S'il est stateful ou pas, c'est-à-dire qu'en gros, si on appuie dessus et il redevient à son état d'origine automatiquement, donc impulsion ou pas, quoi, en gros. Et s'il est reverse, en gros, si par défaut il doit être toujours activé au lieu d'être éteint. Et le temps, si jamais on le met en stateful, le temps au bout de combien de temps il va rebasculer en off, si on veut, quoi. Donc voilà, là on a créé donc un mini bouton. Il nous a dit, vous avez vu, il y avait un petit message qui disait qu'il fallait redémarrer Homebridge pour le faire s'afficher. Add accessory block, c'est si vous voulez rajouter un nouveau bouton. Voilà, vous pouvez rajouter en fait autant de boutons que vous voulez. Ces boutons peuvent servir pour des scénarios par exemple. Je vais l'appeler test 2 et lui je vais le mettre en stateful pour vous montrer. Je vais faire enregistrer. Ouais, redémarrer Homebridge pour appliquer les changements. Alors comment je redémarre Homebridge depuis cette interface sans débrancher mon Raspberry Pi? Bah, ici en haut vous avez un bouton redémarrer. Vous cliquez dessus et c'est tout. Et il est en train de redémarrer. Voilà, et c'est en français en plus, hein. Donc c'est merveilleux. Hein. Alors, voilà, il est redémarré, c'est parfait. Donc j'ai toujours mon plugin qui est là. Dans ma configuration, je vois mes accessoires qui ont été créés, hein, les 2 faux boutons. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à HomeKit ce Homebridge là. Donc ça, c'est dans l'appli Apple. Je crée un domicile. Voyons voir. Si je le partage, ça va tout péter. Donc, c'est pas très grave. Donc, l'appli maison, j'ai créé un domicile. Là, il me demande d'ajouter un accessoire HomeKit. Donc je vais faire ajouter un accessoire. Là il me demande de scanner le QR code. Salut, j'ai pas une tête de QR code, mais donc du coup je vais scanner le QR code. Il me dit que l'accessoire n'est pas certifié, est-ce que je veux vraiment l'ajouter? Donc je vais dire oui, poursuis l'ajout. Donc il m'ajoute le Homebridge. Voilà, il me dit qu'il a été ajouté. Et là, je vois mes 2 boutons. Mon test 2, donc je vais le mettre dans la pièce par défaut. Il me dit que c'est un type interrupteur. Suivant. Et mon test 1, pareil, un type interrupteur. Donc je dis OK. Donc là, normalement, si les choses sont pas trop mal faites, ça devrait se synchroniser avec l'appli maison sur mon ordinateur. Et je devrais pouvoir vous montrer un peu le truc. Voilà, domicile test, c'est celui que je viens de créer. Et là, je vois mes 2 interrupteurs que j'ai créé dans Homebridge. Donc là par exemple celui-ci je l'ai allumé. Alors c'est instantané, hein, c'est-à-dire que je vais cliquer, hop, ça se désactive sur mon téléphone, ça va hyper vite. Et celui-ci donc, qui est un interrupteur qui s'allume et qui s'éteint en suivant, c'est une impulsion. Par exemple si vous avez besoin de donner juste une impulsion pour ouvrir un portail ou un truc comme ça, c'est pas mal ça. Donc ça c'est les accessoires que j'ai créés dans Homebridge. On va en ajouter.
Donc, dans les plugins, il en existe un paquet. Donc là, vous cherchez le nom de votre installation et vous pouvez y aller. Donc là, par exemple, je vais ajouter la station Netatmo. Ma station Netatmo qui n'est pas compatible HomeKit. Donc je vais installer... moi, c'est celle-ci, je crois que j'installe d'habitude. Ouais, c'est ça. Voilà, je clique sur le bouton installer. Vous laissez faire. Vous avez la petite, voilà, vous avez la petite aperçu. Et évidemment, ce que je suis en train de faire là, sur mon ordi, si vous l'ouvrez sur un iPad ou sur un téléphone, vous avez aussi l'interface Homebridge. Je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble dans le navigateur. Vous avez exactement la même chose en fait. Ouais, il est un peu lent parce que forcément il est en train d'installer un plugin. C'est pour moi l'installation ultime de Homebridge. Alors les plugins se mettent à jour tout seuls? Non. Mais si tu te connectes à l'interface d'accueil, il va te dire ce plugin est obsolète. Et du coup, tu n'as plus qu'à le mettre à jour. Il y aura un bouton mettre à jour qui apparaîtra ici. Et tu cliques dessus et ça le met à jour. Voilà, t'as rien à faire. Non, je vais pas vous le montrer parce que mon téléphone déconne, je sais pas pourquoi. Je considère que je suis plus connecté au réseau. Si c'est bon. Voilà, sur le téléphone en fait, ça donne ça, hein, l'interface. Donc vous avez aussi le QR code pour vous connecter, vous avez le statut du Homebridge, tout ça machin. Ici en haut, vous avez aussi la liste des plugins, vous pouvez en ajouter, les installer, vous pouvez même modifier les fichiers de configuration pour ajouter des accessoires. En fait, tout est accessible directement même depuis un mobile. Donc autant vous dire, l'interface graphique du Raspberry, on s'en bat les steaks. Bon, l'interface Homebridge Netatmo, elle est ici. Alors, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez régler l'UI du truc, hein, de la plateforme de configuration. Vous pouvez choisir si vous le voulez en orange, en bleu, en rouge, en ce que vous voulez. Il y a même un dark mode. Le type d'authentification, si vous voulez que ce soit un formulaire ou qu'il n'y en ait pas, et ainsi de suite. Voilà, je vais enregistrer. Voilà, il me dit de redémarrer pour que ce soit pris en compte. Est-ce que le plugin officiel Netatmo... Non, c'est un plugin qui est fait par des passionnés. Il y en a plein d'ailleurs des plugins. Merci Lamri pour le bit. On va attendre. Voilà, donc là il est passé en dark mode. C'est vous qui voyez, vous pouvez personnaliser l'interface de votre Homebridge comme vous voulez en fait. Donc les plugins sont là. Le Netatmo, ça demande une petite config. Donc vous cliquez sur le petit npm ici en bas. Une fois que vous avez installé le plugin Netatmo, vous cliquez dessus. Les ouvriers sont constamment en marche arrière, ouais, je suis désolé. Bon là il vous explique comment l'installer et tout, mais vous c'est fait. Maintenant c'est la configuration. Donc là ils vont vous dire, bah, la configuration est simple. Hein, enfin là ils donnent un exemple. Donc vous allez faire un copier-coller de tout ça dans le fichier config en mettant votre mot de passe Netatmo, votre nom d'utilisateur, tout ça. Il vous demande aussi un ID client et un truc secret. Donc ça, il faut aller sur dev.netatmo.com. C'est hyper bien expliqué. En gros, vous créez une appli. Ça va vous générer un ID client et un client secret que vous copiez-coller ici. Bon, ça fera l'objet d'un autre tuto si vous le souhaitez. En attendant, je vais pas le faire comme ça. Alors, moi, je l'ai déjà fait, mais par mesure de confidentialité plus ou moins. Je ne vais pas vous montrer le client ID, machin, tout ça. Hein, ça va de soi. Donc, je vais faire le copier-coller dans mon coin gentiment. On vérifiera ensuite ensemble si ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de risque d'avis des données qui... Alors non, parce qu'en fait, c'est l'API officielle, ça passe pas par leur serveur ni rien, en fait. Et c'est ton Homebridge qui va interroger directement Netatmo, ça passe pas par un tiers. Voilà. Je vais pas tout vous montrer, mais pour montrer que ça fonctionne, voilà. Je l'ai copié-collé, en fait, ici dans l'onglet plateforme, la plateforme Netatmo, je l'ai ajouté. Une fois que vous avez fini d'ajouter votre truc, vous faites enregistrer.
D'ailleurs, c'est ici qu'il y a le nom des accessoires. Vous voyez les interrupteurs que j'ai créés tout à l'heure, test et test 2, vous pouvez aussi les modifier ici. Enfin bref, vous pouvez modifier votre code PIN de Homebridge et ainsi de suite. Donc ça c'est enregistré, je vais redémarrer le Homebridge. Le code est open source, exactement. Vous pouvez participer si vous voulez, vous les avez là, vous avez accès à tout le code. Enfin bref. Là, il faut voir que ce plugin Netatmo, par exemple, il est compatible avec les stations météo, le thermostat, même si, mais en fait, parce qu'il y a des thermostats encore qui n'étaient pas compatibles HomeKit, mais maintenant ils le sont tous. Et la caméra Welcome, parce qu'à l'époque, elle n'était pas compatible HomeKit, maintenant elle l'est. Bon, moi j'ai un souci pour formater, une fois tout bien fait dans HR, j'ai une erreur à la fin. Ah, on en parle après, Baldini, si tu veux. Donc là, il a redémarré, on va regarder les logs. Voilà, donc là, il a récupéré tout ce que j'avais sur la plateforme Netatmo. Donc on voit appartement, machin, tout ça. On voit relais qui en fait est mon thermostat. Et on voit aussi le Netatmo du studio qui est connecté à mon compte. Donc on va voir un peu comment ça se passe dans le studio d'enregistrement et dans l'appartement où vit Poppy. Voilà, donc là j'ai juste redémarré. Hein, après avoir fait le truc. Et normalement, dans maison, ben voilà. Ils sont apparus ici, donc on voit le dioxyde de carbone est anormal, donc dans une pièce, on va voir où, au studio. Donc, parce qu'il doit être enfermé pour pas avoir froid, et donc du coup, il y a une alerte dioxyde de carbone chez lui. On voit l'humidité, il y a 88% d'humidité dans sa pièce. On voit qu'il fait 18,5 degrés dans le studio. C'est Aubry qui a pété. C'est ça. Donc vous voyez, en fait, ils me les ont tous ajoutés ici. Ils ont tous apparu ici. Donc vous voyez, alors ils sont tous dans pièces par défaut parce que j'ai pas créé de pièces. Hein. On a fini, vous imaginez? C'est bien. Et pourtant, il y a eu un petit plantage. Mais en 1 heure, le truc était installé, c'est fonctionnel, on peut déjà configurer son truc. C'est voilà, c'est 3 lignes à taper dans un terminal. Enfin, j'exagère à peine. C'est assez simple à faire.